Bonjour madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue en Corse, Corse du Sud, où est installée toute l'équipe de Midi en France. Regardez ces belles images de Fred Calfinière. Voilà, on a un ciel bleu, il y a du vent. Certes, vous voyez la citadelle de Bonifacio où est installée toute l'équipe et ça pour toute la semaine. Merci d'être avec nous. Regardez, je vous l'avais dit, ciel bleu, le port derrière, la marinière. Enfin bref, on y est quoi. Voilà, c'est l'avant-goût des vacances quand même, le paradis quoi. On est bien là, on est bien. Regardez où nous sommes installés. Voici une carte qui va vous permettre de préciser ce point méridional de la Corse. Voilà, Bonifacio, c'est tout au bout, tout à la pointe. Vous avez vu ces falaises escarpées, cette langue de 120 mètres de calcaire, ce qui est assez rare d'ailleurs pour cette Corse, puisque toute la Corse en fait est souvent granitique. Avec nous pour évoquer ce beau pays de la Corse du Sud, parce que c'est carrément un pays là où nous sommes. Yann, bah tu parles, Yann Bénard est avec nous. Salut Yann, ça va? Bonjour Laurent Boyer, puis bonjour à tous bien sûr. Yann, toujours un petit mot, parce que là depuis le début de la semaine, hier j'ai eu le petit mot local, aujourd'hui pareil ou pas? Chaque jour, un petit bonjour en Corse avec une variante. Quand vous dites au revoir, toute l'équipe ici et toi, y compris Laurent, elle dit bonjour sur France 3 Corse. Elle vous dit bonjour dans sa langue, de sa région. Je vous propose d'écouter Diana Salicetti. Vado a prega una bellissima emissione, una desse difficile, le posto qui a Zabed, siamo in paraiso. Ici, c'est le paradis et nous souhaite la bienvenue. C'est Diana Salicetti qui travaille sur INSEM, sur France 3 Corse. Quand vous dites au revoir, on dit bonjour. D'accord, bah écoutez, elle est bien jolie en plus. C'est quoi Azabed? Vous le savez? Non, non, je sais pas. Vous le savez. Vous le savez. Ah bon? Oui, c'est quoi? Oui, c'est bien. Avec nous, Jean-Seb, Hélène, Vincent Ferniaud, Pierre Bonte, Dorothée Christie pour nous accompagner tout au long de cette émission ce matin. Nos amis bonifaciens, bonifaciennes, voilà, qui sont venus, qui sont autour du port, qui sont venus regarder comment ça fonctionnait. Midi en France, qu'allons-nous découvrir dans cette émission? Regardez, voici le sommaire. Aujourd'hui, balade en mer avec notre guide Jean-Sébastien Petit-Demange, accompagné d'un pêcheur bonifacien pour admirer des paysages uniques bordés par des eaux turquoises. Ça, c'est un peu, c'est un classique ici. Hein. Ouh là là, un des oiseaux emblématiques des Bouches de Bonifacio, c'est le cormoran plongeur que vous allez découvrir dans un instant avec Hélène Boucher, notre vétérinaire. Pierre Bonte nous parlera d'un endroit tout à fait étonnant, le cimetière marin ici à Bonifacio. C'est l'un des plus beaux et des plus étonnants cimetières de la Méditerranée. Vous allez voir, cette balade est tout à fait unique. Terre de tradition, la Corse est aussi une terre d'innovation. Notre spécialiste de l'île, Yann Bénard, est allé rencontrer un ingénieur vraiment bien visionnaire. Vous allez le comprendre dans un moment. Et vous savez que vous aussi, si vous désirez participer à l'émission, faire une recette aux côtés de Vincent Ferniaud, c'est facile. Vous habitez Orange, Aix-les-Bains, Saint-Jean-de-Mont, Osgore ou encore Menton, où nous serons tout prochainement avec toute l'équipe. Eh bien, c'est simple. Le numéro de téléphone s'est inscrit ou encore évidemment par courrier. Vous faites votre recette aux côtés de Vincent. Ce matin, c'est un grand chef qui a décidé de faire une recette toujours moins de 25 € pour 4 personnes, je vous le rappelle. Hein. Voilà de quoi nourrir et réjouir toute la famille. Cette recette, c'est un gigot de cabri. Oh, farci. Allez, vas-y Vincent, c'est à toi. Farci, farci. Est-ce qu'on peut plus faire plus corse que le cabri, que le gigot de cabri en cette saison au printemps? Bonjour Gérald. Bonjour. Gérald est avec nous, il est restaurateur ici à Bonifacio. Il est bonifacien de naissance, donc on est vraiment dans la tradition d'ici. Et alors, pour faire encore plus corse que le gigot de cabri, il y a un élément là qui... C'est quoi ça? Ça c'est le figatelli, c'est une saucisse à base de foie et de cœur. Voilà, le figatelli, cette saucisse d'abat, qui est vraiment, là aussi, dans l'âme corse, c'est vraiment le casse-croûte du berger, pratiquement, hein, on peut dire. Alors, ça, vous avez vu la taille? J'aimerais vous remontrer la taille d'un gigot de cabri. On voit que c'est vraiment un tout petit animal qui a donné cette partie. Donc, c'est extrêmement tendre, hein, Gérald? Voilà, c'est ça. Il ne boit que du lait, donc c'est encore beaucoup plus savoureux, beaucoup plus doux que l'agneau. Encore plus doux, encore plus fin, avec un grain exceptionnel. Comment est-ce qu'on va le préparer, ce cabri, Gérald? On va le désosser, c'est-à-dire enlever directement l'os et l'incorporer de figatelli. Montrez-moi, montrez-moi. Regarde, et c'est parti. Vous savez qu'un cuisinier, quand on est cuisinier amateur, on dit bah ça on va le faire chez le boucher. Mais quand on est un professionnel comme Gérald, ce sont des choses que l'on fait soi-même en cuisine, bien entendu. La découpe fait partie, la découpe et le désossage fait partie du métier de la cuisine, métier de chef. Alors, il faut avoir un couteau bien pointu et suivre, c'est ça la ligne. Il faut suivre l'os. Donc, qui dit suivre l'os veut dire qu'on connaît bien l'anatomie des pièces que l'on travaille. Voilà. Voilà, vous avez vu.
Alors évidemment, chez vous, il ne s'agit pas de commencer à désosser parce qu'on peut très facilement, je dirais, foutre en l'air le morceau si on n'est pas extrêmement dexter et si on ne connaît pas C'est sur tous les doigts pour nous, Vincent, vous voyez. Oui, c'est vrai que... Regardez faire là. Tiens, je vais faire des petits bouts de saucisse avec. Hop là, j'en ai coupé 4. Oui, Lolo, tu as raison, parce que ça fait aussi partie du métier de cuisinier de se couper. Moi, je ne connais pas des cuisiniers qui ne se soient jamais coupés, ou alors c'est qu'ils ne sont pas souvent dans leur cuisine. Voilà. Alors, faites attention, prenez vos couteaux, prenez vos crayons, il y aura moins de risques, prenez votre carnet, de quoi noter. On va finir de désosser ce gigot de cabri avec Gérald. Enfin, moi, ça va, jusque-là, j'ai pas trop bossé. Et on se retrouve dans quelques minutes pour commencer à proprement parler la recette de ce gigot farci à la figatelle. Voilà. Ouais, on prend nos carnets et on prend également notre brin de muguet. Voilà, c'était pour la rime. Ouais. Aujourd'hui, quand même, muguet, les amis. 1er mai, fête du travail. Le brin de muguet, bonheur. Regardez, ici bonheur. En Corse. Bonheur, ouais, c'est signe de bonheur. On dirait une chanson. Non, on aurait pu le faire. Ça, c'est bien, papa. Papa pleureur, muguet bonheur. Je sais pas d'où tu la sors celle-là, mais alors elle est magnifique. Bien joué, Dorothée. C'est le retour de Dorothée, c'est mardi, hein, c'est ravioli. Donc, vous voyez, vous avez compris. Dans un instant, je sais pas ce qu'elle a essayé, mais en tous les cas, ça devait être bon. Hein. Peut-être les herbes du maquis corse, allez savoir, on sait pas. Vue de la mer, ça donne quoi, Bonifacio? Je peux vous dire que c'est un point de vue tout à fait unique. Et c'est la chance que Petit Demange a eu que de vous présenter ces images d'exception. Suivez le guide. Corse, terre de contraste, pourrait-on dire. Et quand on S'il en est. S'il en est, absolument. Merci. Et quand on vient en vacances en Corse, a fortiori dans le sud, on vient pour les plages, pour le farniente. Comme jadis. Absolument. Et ici à Bonifacio, on vient aussi pour des paysages totalement uniques. Parce que la majorité du littoral corse joue dans les nuances de rouge. Ici, ça change. On joue dans le blanc, un blanc qui tranche avec le bleu du ciel et avec le turquoise de la mer qu'on peut trouver à quelques endroits. Et qui mieux qu'un pêcheur de Bonifacio peut nous faire découvrir ces falaises qu'il voit tous les jours? Donc on embarque. Bercé par le mouvement de la houle, le port de Bonifacio commence tout juste à se réveiller. Il est 9 h du matin. Et à cette période de l'année, le passage qui relie la mer à la ville est encore préservé des embouteillages et de l'afflux des touristes. Pour François, le moment est idéal pour prendre la mer. Mais avant, petit passage obligé au café pour croiser les amis. Ce sont mes amis, pêcheurs comme François, des pêcheurs professionnels. Le club des François. Alors, non, 4, on est 4 François. Et presque chaque matin, c'est le même rituel. Autour du comptoir entre pêcheurs, on discute des poissons attrapés la veille et de la météo qui les attend aujourd'hui. Ce jour-là, justement, le temps est un peu gris, mais rien d'insurmontable pour François et ses amis. Adolescent, il travaillait comme matelot. Maintenant, à 53 ans, il emmène les touristes pêcher au large de ce golfe qui ne l'a jamais vraiment quitté. C'est là qu'on apprend à nager. L'endroit s'appelle sous Taroc, ça veut dire sous le rocher. Et enfant, on apprend à nager, à plonger dans ces rochers. Bien sûr, à force de naviguer dans ces eaux, François en connaît le moindre rocher. La pointe Saint-Antoine, un peu plus loin, la baie de Fazio, et quelques kilomètres à peine, les îles Lavezzi et la Sardaigne. Un paysage exceptionnel qui se visite le long de ces falaises de calcaire. Dessus, quasiment en équilibre, c'est la vieille ville qui se dessine avec les premiers rayons du soleil. Un moment toujours un peu particulier pour François. C'est une émotion intacte. On ne peut pas s'en lasser. On ne peut pas vivre sans ça. J'aurais du mal à m'expatrier. C'est sûr qu'avoir les richesses de ces panoramas, difficile de le contredire. D'une beauté à l'autre, François nous emmène maintenant dans ce que l'on appelle la grotte du Dragon. Au niveau de la mer, une eau limpide et turquoise. Et en levant les yeux, oui, c'est bien la forme de la Corse qui se dessine naturellement pour laisser entrer le soleil. Mais aujourd'hui, François n'est pas sorti pour faire une balade touristique, mais plutôt pour ramener quelques crustacés. Direction donc son endroit de pêche préféré. Là, on est dans une petite crique qui s'appelle Cala di Merolo. Et là, je vais aller te prendre quelques oursins. Dans quelques jours, la saison de pêche des oursins sera terminée. Après, François devra attendre décembre pour enfiler à nouveau palmes, masques et tuba. Raison de plus de profiter au maximum de ces derniers plongeons dans une eau qui flirte à peine avec les 10 degrés.
Elle est froide. Pour eux, oui, pour les frileux là, qui sont là. C'est très courageux. Hein. Moi, je m'y mettrai pas. Hein. Si je tombe. Ah, voilà, si on me pousse. Quoi. C'est donc du bateau, et bien emmitouflé, que les trois compères attendent le retour de François. Les bras, ou plutôt le panier rempli d'oursins. La pêche était bonne, hein? En à peine une petite demi-heure à fouiller les alentours, François a déniché pas moins d'une centaine d'oursins. Normalement, ils sont dans des trous accrochés sur les rochers et je les prends grâce à mon grappin parce que je ne pourrais pas les prendre main nue. Voilà, c'est très facile à ramasser. Hein. Je fais un peu d'apnée parce que je préfère les prendre au fond, ils sont meilleurs. Et pour s'en assurer, rien de mieux que de les déguster fraîchement sortis de l'eau. C'est avec ces moments de plaisir que Jean-Louis, que tous ici surnomment Loulou, est tombé amoureux de Bonifacio, il y a maintenant plus de 30 ans. Ah, c'est délicieux. Beaucoup de plaisir, de la détente, de bons moments avec des copains. Et aussi les poissons et le plaisir de le déguster. Si le virus de la mer semble toucher tous ceux qui côtoient François, l'homme n'est pas pour autant un vieux loup solitaire. Son équilibre, il le trouve en phase avec ces deux éléments, l'eau et la musique manouche, comme le nom qu'il a donné à son bateau. Véritable amoureux du son de Django Reinhardt, en été, François parcourt les restaurants comme celui-ci pour faire partager sa passion. Mais peut-être qu'un jour, je reverrai la mer. Si la mer influence beaucoup la musique de François, il en va de même pour sa Corse natale, qu'il chante à plusieurs voix. Une polyphonie entonnée dans le dialecte bonifacien. Son trait d'union entre mer et terre. Dans ces paroles, on chante la Corse profonde, on chante l'amitié, on chante l'amour, on chante la joie de vivre. Mais la musique, c'est la convivialité, c'est l'amitié. Alors François va bien. Hein. Ouais, il est. Oui, il ça plonge va. à 10 degrés, mais il va bien, il a l'habitude. Ils acceptent Il des est bien, stagiaires dans leur groupe ou pas? Tu vas les Non, bouffer parce les que oursins, ça toi. donne envie, oui. Je vois bien les oursins avec, hein, pour ça, Ferniaud. même Par contre, la canzonnette après, là, oui. tu te mettrais pas trop dans la flotte quand même à 10 degrés. Hein. Ouais, c'est Moyen quand même. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est magnifique ce sujet parce que la Corse au départ, c'était pas le littoral. Le littoral, c'était l'ennemi, c'était l'envahisseur, c'était la malaria aussi. Donc, on ne descendait que l'hiver et au beau jour, on remontait avec les troupeaux, avec la famille dans les hauteurs. Dès que les premières vagues de chaleur arrivaient sur l'île, évidemment, tout ça a beaucoup changé. 80% des Corses aujourd'hui vivent autour du littoral. Activité économique oblige, mais Dieu que c'est magnifique de venir sur ce littoral corse parce qu'il y a des endroits où le sable est blanc, où il y a des langues de terre comme ça qui s'enfilent de l'eau turquoise qui donnent des paysages avec des roches blanches, avec quelques criques, avec un calme absolu, tout juste dérangé parfois par la voile d'un plaisancier ou le bateau d'un pêcheur qui passe par là. Il y a les îles Lavezzi qui sont absolument sublimes avec leurs énormes blocs de granit gris totalement superbes, polis par l'érosion marine, ces langues de sable qu'on découvre presque en cachette qui forment de merveilleuses zones de sérénité visuelle, des îles totalement inhabitées bien sûr, mais qui sont dangereuses à la navigation. Il suffit de se souvenir de la Sémillante 1855, 750 victimes quand même, avec un récit d'Alphonse Daudet dans les Lettres de Montmoulin, et puis partout des plages, que ce soit Rocapine, que ce soit Fazio, que ce soit Saint-Antoine, c'est des endroits, Yann, qui sont privilégiés quand même. Les plus belles plages de Corse sont entre autres ici. Ne pas oublier Palombage quand même. Oui, Palombage et Santa Lucia un peu, hein, c'est ça. Santa Giulia, Santa Rondina, Giulia, voilà. bon, tout ça c'est des belles plages. On n'oublie pas quand même l'intérieur, c'est vrai que c'est beau. Ah bah Une oui. petite anecdote, vous parliez justement de ces terres qui n'étaient pas les bonnes terres. Avant, lors des successions, on donnait les mauvaises terres aux femmes. Voilà. Elles héritaient des terres de bord de mer. Aujourd'hui, les plus grosses fortunes, c'est les bords de mer. Aujourd'hui, les plus grosses fortunes sont féminines parce qu'elles ont hérité de ces terres. Et voilà. Leur indépendance. Et ouais, on gardait les alpages pour les hommes, là où on pouvait travailler. Hein. Yes, girl power. Ouais.
Mais qu'est-ce qui est là Ah, t'es aujourd'hui? parfaite. Je sais pas ce qu'elle a, c'est le vent. Tu sais, parfois ça rend Ça dingue. me rend un peu dingo, je crois. Cette petite brise. Oh, et hop, ça y est, nous a pété une durite. Jean-Seb, demain Alta Rocca, c'est ça? Ah, demain, Un mot sur Alta Rocca, je vous demain. présenterai une femme assez extraordinaire, qui est la dame d'ici, la dame de Bonifacio. Un endroit tout à fait génial. Et là, justement, on va monter à l'intérieur des terres. Et on va Regardez ces rencontrer, images. le monsieur qui l'a découvert, et sa fille. Absolument. Voilà, tout ça c'est dès demain dans Midi en France. J'ai un petit mousse qui est à mes côtés. Elle a quitté son maillot rayé. En revanche, elle a essayé quelque chose d'assez étonnant une fois de plus, des images d'exception. C'est tout de suite avec Dorothée Christie. J'ai essayé. Salut petit mousse. Salut. Oui, Jean-Seb nous parlait des métiers de la mer, mais il n'y a pas que le métier de pêcheur, il y a aussi le métier de marin et de guide sur les vedettes de promenade en mer, parce que la balade en mer, c'est la première activité touristique à Bonifacio, il faut le préciser, et c'est donc tout simplement le métier que j'ai décidé de tester. Suivez-moi et larguons les amarres. Et qui dit balade en mer autour de Bonifacio dit port de Bonifacio, où je suis attendue par Paul Roca, co-gérant des promenades en mer de la ville. Alors nous, on propose le circuit de promenade en mer au départ de Bonifacio avec la visite des grottes, falaises et calanques de Bonifacio et également la réserve naturelle des îles Lavezzi avec possibilité de faire escale sur l'île. Au total, 18 bateaux sont présents pour assurer les rotations quotidiennement. Et alors Paul, est-ce que vous pensez que vous pouvez m'apprendre le métier de guide sur un bateau? Alors bien sûr, on va vous apprendre ce métier-là, mais avant de commencer par le métier de guide, il y a la vente et expliquer aux clients les différents types de circuits que nous proposons. Et pas de temps à perdre, pancarte à la main, je peux renseigner mes premières clientes. Alors on vous propose le circuit numéro 1 qui passe par les grottes, les falaises, les calanques de Bonifacio. Ça dure 1 heure, il y a un départ toutes les 30 minutes. Ou alors le circuit numéro 2 dans les réserves naturelles des îles Lavezzi. C'est magnifique, ça dure 2 heures. Et après la vente des billets, c'est l'heure du départ en mer. Et maintenant, Dorothée, je vais vous laisser entre les mains de François pour faire la promenade en mer. Et c'est avec François et Marion, les deux marins, que nous embarquons les passagers sur cette vedette avant de larguer les amarres. Ciao Paul! Nous avançons alors dans le goulet du port, long et étroit, ce qui en fait un lieu difficile d'accès, mais aussi le port naturel le plus abrité de Corse. Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue à Bonifacio ainsi qu'à bord du Genovese. Mais aujourd'hui, le guide, ce n'est pas François, c'est moi. Bon, tu es prête? Oui. Allez, c'est grand saut. Alors sur la gauche, vous voyez le port, la gare maritime avec les ferries qui partent en Sardaigne. 1 heure. 1 heure De traverser. bien Pour sûr. rejoindre la ville de Santa Teresa. Pour rejoindre la ville de Santa Teresa. En même temps, il n'y a pas à dire, guide, c'est un métier. Et sur la droite, on va y revoir au passage d'un peu plus près la grotte Saint-Antoine ou le chapeau de Napoléon. Alors certaines personnes disent également que bien aménagé, il pourrait y faire un Bonaparte. Plus qu'un métier, un art. Arrive alors un des sites incontournables mais difficilement accessibles avec la houle, la grotte du Dragon. Et donc là, vous pouvez regarder le plafond et vous allez voir que l'ouverture a la forme de la Corse. C'est incroyable. François, C'est naturel. c'est dingue. Ouais, c'est naturel. Quelques photos et il faut déjà repartir. Et bien là, on va quitter la grotte du Dragon pour rejoindre la grotte de Facio. Et attention, c'est une manœuvre compliquée, mais grâce au talent de capitaine de François, tout se déroule merveilleusement bien. Après toutes ces émotions, je m'accorde une petite pause bien méritée, mais François a d'autres plans pour moi. Allez, on est reparti. Dorothée, tu viens conduire? Bon bah plus tard. Allez, barre à tribord. Batterie, droite. Super. Mais les commentaires n'attendent pas. Sur la droite, dans l'angle de la falaise, vous pouvez observer les plus grandes stalactites du monde. Et oui, du monde de Bonifacio, bien sûr. C'était une blague de François. Je révèle tout, je révèle le copyright. Elle a marché quand même, elle a Je marché. l'ai pas assumé complètement. Après un petit tour par la charmante baie de Facio avec ses eaux turquoises, nous faisons demi-tour
Juste le temps d'admirer le fameux escalier du roi d'Aragon taillé par l'homme dans le calcaire au XVe siècle et nous rentrons au port. Dans quelques instants, notre petite balade va se terminer. J'espère que ça vous a plu. Oui. Et on espère vous revoir très vite sur le Genovese. C'est ça? Oui, c'est ça. Et au moment de débarquer les passagers, alors que je pensais ma journée terminée, François n'a pas manqué de me rappeler à l'ordre. Bon, tu vas Dorothée, il y a encore un départ. Hein. En attendant, il faut porter le pont. Hein. Ah, ça n'arrête pas, on enchaîne? Non, on enchaîne, ouais. Bon. Allez. Dorothée, je vous ai vu avec un bien joli garçon. C'est bizarre, sur la proue devant, vous faisiez draguer par un jeune et faible. Reynald. Un jeune et faible Adonis. Notre coiffeur qui était dans les parages. Alors vous avez vu, on a eu des conditions météo assez idéales, mais il y avait quand même une bonne petite houle. Et je devrais pas le dire en tant qu'apprenti capitaine de bateau, mais je n'ai pas échappé au traditionnel mal de mer. Et Alexandra, ma caméra-woman, non plus. Donc c'était un tournage un petit peu agité. Oui. Voilà, tout est dit, on vous dit. Il y a un peu de porc, tout les ça, donc ça secrets. remue. Alors la saison des balades en mer vient de commencer. C'est de Pâques à la Toussaint, avec un gros rush au mois d'août, avec 3000 passagers qui viennent sur le bateau chaque jour. Et comme on le disait, il y a différents circuits qui sont, pas sur le bateau, sur les bateaux, Sur les bateaux, qui sont oui, juste qui sont derrière là. nous. Ils sont là, d'ailleurs. hein, sur le Juste port, là, ici, derrière. à côté de nous. Comme on disait, il y a différents circuits qui sont proposés. On peut également aller sur les îles Lavezzi, dont je vous parlerai plus longuement vendredi. Et pour les tarifs, il faut compter de 17 à 35 € par adulte. Vous retrouverez toutes ces infos sur france3.fr. Et je dis un grand merci à Paul Roca qui nous a accueillis et à toute son équipe, François, Marion et Farid. Ils ont été top, donc merci à eux. Allez, à vendredi pour d'autres expériences. Vous avez donné le tarif. Deux Là, moi, incroyables expériences. moi, vous venez de donner un tarif là, qui est intéressant pour la balade en mer. J'ai un autre tarif. Moi, Oui. c'est moins de 25 € pour 4 personnes. Ah, c'est pas mal. C'est Ferniaud qui une propose recette ça avec une recette. En fait, je suis en train de meubler le temps du déplacement Oh là là de notre là ami là. jusqu'à sa Pas du cuisine. tout. Regarde-le, regarde-le. D'aucune manière. Mais Laurent que nenni, Lorient. vous étiez déjà en train de découper votre gigot, le Vous cabri. contestiez ma célérité? Mais bon, Eh pas le bien- sang bleu, non, bel ami. Oh, que nenni. Alors, nous sommes effectivement en train... Alors, là, je suis en train d'apercevoir la figatelle reste entière. Ouais, mais on la coupe en deux. Ah, on la coupe en deux. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, qui ont raté un petit peu le début de la recette... On ne rate pas Midi en France, Vincent. Mais parfois, on est tellement absorbé par ce que dit le chef qu'on ne regarde pas ce qui se passe. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on était en train de désosser un gigot de cabri. Hein, vous avez vu la couleur et cette tendreté de viande. Et ce gigot de cabri désossé, alors vous pouvez le faire évidemment par votre boucher. J'ajoute, c'est une recette qu'on peut faire également avec de l'agneau. C'est ça. Hein? C'est ça. Ben, c'est pas si c'est ça. C'est bien. Avec cette os, on va faire un jus d'agneau. Un jus de cabri. Ah, vous voyez, tout à l'heure, je me disais, tiens, il ne jette pas l'os. Alors, à l'huile d'olive? Non, directement dans le vin blanc. Vin blanc, non. Qu'est-ce se passe-t-il? Qu'est-ce se passe-t-il? On s'est trompé. Ah, mais c'est pas grave. Voilà, parce qu'il fallait mettre le beurre avant, Voilà. faire un petit peu coloré. Voilà. Mais ça va aller parce que la sauteuse est tellement chaude. Hein? Elle est chaude là. Ouais, elle est très Regarde, chaude. Elle est vraiment Elle est très bouillante. chaude. On met de l'oignon, de l'ail. Vous avez vu que le chef a apporté ses casseroles en cuivre, hein? Parce que quand on est en chef, on se déplace avec sa vaisselle, alors que les amateurs, eh ben, ils cuisinent avec ce qu'on leur met à disposition. Mais là, le chef a apporté ses casseroles en cuivre. Qu'est-ce qu'il cherche? Du romarin. Du romarin. Alors, oui, c'est très important parce que dans une recette comme celle-là, évidemment, la viande que l'on va cuisiner, à savoir ce gigot de cabri et la figatelle à l'intérieur, eh bien, c'est le jus qui va apporter la finition, bien entendu. Alors, des oignons, de l'ail, les os du cabri, hein, enfin les os du gigot, et tout ça, on va le faire... On va le faire rissoler. Rissoler de manière à ce que ça se colore. Voilà, C'est comme ça qu'on fait un jus de viande, hein. Je vous le dis au passage, en sauteuse ou au four, on fait colorer les os avec le reste de viande qui reste accroché, une garniture aromatique, et ensuite on mouillera pour récupérer tous ces sucres qui auront caramélisé. Oh, je retourne, mais il est trop rapide ce chef, et c'est une flèche. Voilà. Parce que là, on a vu donc la figatelle est roulée à l'intérieur du gigot. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe là? Là, on entoure de pancette. La pancette, très important, cette poitrine séchée, enfin cette poitrine salée et séchée. Ben écoutez,
le temps de ficeler et on se retrouve tout à l'heure. Merci Vincent. Recette à moins de 25 € avec Gérald. Aujourd'hui, regardez la façon, les tournements des chefs. C'est sur Midi en France, évidemment, tous les jours sur France 3. Pierre Bonte va vous évoquer quelque chose dans un instant qui est tout à fait exceptionnel de cette Corse du Sud. Vous allez voir des images surprenantes. Et quand Pierre Bonte raconte, vous savez ce qu'on fait, nous? On est grandes oreilles, on écoute. Allons-y, contemplation. Écoutez, moi je vais vous emmener dans un endroit qui est l'un des plus beaux, à mon avis, et des plus visités d'ailleurs de Bonifacio. Et pourtant, c'est pas un lieu considéré vraiment comme touristique, en principe, dans les autres villes, puisqu'il s'agit du cimetière. Je croyais que vous alliez me dire le tour de Vincent Ferniaud. C'est parce que je dois y arriver. Le cimetière marin, on l'appelle ainsi parce qu'il est au bord de la mer, et non pas parce que c'est le cimetière des marins, non, c'est le cimetière de toute la population. Il est tellement beau. Et il est tellement bien situé aussi qu'il n'est pas triste, ce cimetière. C'est pas un lieu de désolation. Non, je vous assure, non. On dirait un petit village, enfin, on dirait un village avec ses ruelles, ses placettes et le long des ruelles, eh bien, des petites maisons qui sont les demeures des morts, tout simplement. Alors, on va regarder d'ailleurs, vous allez juger vous-même en nous baladant dans ce cimetière marin. Tout en haut et tout au bout de la ville, dominant la Méditerranée, ce cimetière marin tient une grande place dans le cœur des Bonifaciens. Toutes les familles, les vieilles familles de la ville en tout cas, y ont leur caveau en forme de chapelle, orienté face au soleil couchant. Des caveaux tous semblables et tous différents pourtant, car chaque famille tenait à se distinguer, à faire honneur à ses disparus en enrichissant la décoration de ces chapelles. C'est à longueur d'année qu'on fait ça. Il y a des familles qui viennent chaque jour. Pour nous, les morts ne sont pas morts, ils sont avec nous. À l'origine, les morts étaient enterrés en pleine terre. Et puis ensuite, par la suite, alors longtemps après, vers les années 1860, on a construit, les Bonifaciens ont construit les belles tombes que vous voyez aujourd'hui. C'est un faste funéraire qui revient tout droit de Gênes. À chaque chapelle, on peut, disons, si on peut dire le mot caser, peut-être jusqu'à 10 et 15 personnes, parce que souvent on fait de la place et on gagne en hauteur, un peu comme on fait avec les HLM. Pendant plus de 40 ans, Vincent Chiocca a été marin-pêcheur, comme tous ses ancêtres. Aujourd'hui, à la retraite, il vient fréquemment se recueillir auprès d'eux, avec son épouse, comme le font beaucoup d'autres Bonifaciens. Alors ici, on commence déjà par mon grand-père, ma grand-mère, Marie, qui sont là, voilà, tous les deux ici. Ils ont fait 12 garçons et une fille. C'est une famille, vraiment une famille de marins, de pêcheurs. Comme vous? Bonifaciens, comme moi, comme mon fils a pris la relève. Et vous voudriez être enterré ici? Moi, je vais être enterré ici parmi les miens, bien sûr. Voilà, ma place, c'est celle-là, vous voyez. J'espère qu'ils seront heureux de m'accueillir. Le plus tard possible, bien sûr. Je crois qu'on ressent à travers les propos de ce marin-pêcheur la relation assez particulière que les Corses ont avec la mort. Il y a une certaine proximité, je dirais, en Corse entre les vivants et les morts, au point qu'autrefois, les Corses faisaient enterrer leurs morts chez eux, sur leur terre, pour être à côté d'eux. Dans le jardin. Il y a une familiarité. C'est vraiment, ça fait partie de la famille. Mais ils vivent ensemble, c'est ce qu'il disait. Et la spiritualité, on en a parlé d'ailleurs, on l'a évoqué, très fort. Lundi. Juste un petit détail, le cimetière marin n'accueille pas que les marins. Ceci étant, on parlait tout à l'heure de la sémillante, c'est vrai que malheureusement, ils sont enterrés là-haut. Oui. Alors, 350 marins, 700 personnes en tout. Tous les Bonifaciens, comme le pêcheur qu'on a entendu, rêvent d'être enterrés, de finir leur destinée là-haut. Et je signale que malheureusement, ce cimetière marin est complet. Les dernières concessions ont été vendues. Sur la plage de Sète. Et actuellement, il n'y a plus de place que dans le columbarium qui a été créé justement par la municipalité en 2007 pour accueillir quand même les cendres de ceux qui veulent bénéficier de ce site vraiment extraordinaire. Il faut y aller, il faut se promener entre les tombes et de là on a une vue sur la Sardaigne, sur les falaises, sur la Méditerranée. Éblouissant. Cimetière marin, quoi, comme à Sète, vous l'avez dit. C'est la Supplique pour être enterré plage de Sète, de Brassens. Si vous voulez reposer en paix, alors vraiment, c'est là-bas qu'il faut aller. Ça c'est bien. Dites, demain vous nous parlez d'une spécialité corse, c'est les couteaux corses. Demain. Ça aussi, ça fait partie du folklore. Vraiment. Le couteau. Le couteau corse demain avec
Pierre Bonte. Merci beaucoup Pierre pour cette visite que vous nous avez faite à l'instant. Les eaux turquoises, on les a vues avec Jean-Sébastien Petit-Demange, on les a vues à l'instant avec Dorothée ici à Bonifacio. On les voit grâce aux images de Fred Talfumière, mais comment est peuplée ces eaux turquoises? Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la faune? Quelle est la flore de cet endroit? Ça tombe bien, le vétérinaire est là, il va tout vous dire dans un instant. Les animaux, c'est tout de suite. Alors, je vais me limiter à la faune, hein, si la vous faune ne m'en voulez aujourd'hui. pas, Laurent, puisque la flore, pas vraiment. trop mon domaine. Allez, Bah, parle-nous de la un peu. flore, s'il te plaît. Déflore la faune. Arbre, ça Déflore la faune. Ce que je peux vous dire, eh bien, c'est que la faune est à la hauteur, dirais-je, des magnifiques paysages de Bonifacio. Alors, le jour du tournage du sujet que vous allez voir, eh bien, les conditions climatiques n'étaient pas tellement réunies pour que je vous montre ce qu'il se passe sous l'eau. Mais en revanche, nous sommes allés suivre des ornithologues qui traquent les cormorans huppés. Alors, pour leur bien-être, hein, je vous rassure, eh bien, je vous laisse regarder ces images. Aucun pêcheur à l'horizon et pas plus de plaisanciers en balade. Bienvenue dans les Bouches de Bonifacio. Une réserve naturelle nichée entre la Sardaigne et la Corse. Un écrin sauvage strictement protégé de la présence humaine, à l'exception de ces deux agents de l'Office de l'environnement de Corse. Nicolas et Benoît ont pour mission de protéger et analyser les espèces qui peuplent ces îles. Et aujourd'hui, ce sont les cormorans huppés, en pleine période de reproduction, qui intéressent tout particulièrement les deux hommes. J'ai pas trouvé le nid. Hein. Alors, on est à la recherche des nids de cormorans huppés. Donc, pour faire un inventaire de la population de cormorans huppés. Et pourtant, bien cachés derrière la végétation et à l'abri des regards, les nids sont bel et bien là. Une trentaine, rien que sur ces quelques hectares de maquis. Il y a deux poussins et un œuf. Mais recenser ces oiseaux de mer n'est pas chose aisée. Pour débusquer les nids, il faut le plus souvent ramper au milieu des arbustes et être attentif à chaque indice. D'ailleurs, comme le ferait un enquêteur, Nicolas écrit tout ce qu'il voit et qu'il entend sur son petit carnet. J'ai vu partir l'adulte, donc nid invisible, cri des poussins. Si on voit que le nid n'a pas d'éléments de construction récents et qu'ils ont cette forme plate, on peut imaginer, toujours conditionnel, que c'est un nid de l'année dernière. Les nids de cette année sont ou occupés évidemment, ou alors en phase de construction, ils ont bien cette forme incurvée à l'intérieur avec des branchages, des herbes, enfin un peu tout ce qu'ils trouvent assez récentes vertes. Bien couvés, les plus petits cormorans comme ici ont à peine quelques jours. Le temps de prendre des forces et de grandir, et dans à peine 8 semaines, ils seront déjà prêts à prendre leur envol et quitter définitivement le nid protecteur. Au bout de 53 jours, théoriquement, s'ils sont arrivés à vivre jusque-là, ils quittent le nid pour prendre leur envol et partir apprendre à pêcher avec les parents. Donc une fois qu'ils se sont reproduits, ils partent pour coloniser le Nord Sardaigne ou le reste de la Corse. Le long de cette réserve naturelle, aujourd'hui les cormorans huppés sont un peu moins d'1 millier de couples, 10% de la population mondiale de l'espèce. Alors pour accueillir tout ce petit monde, il faut aussi varier les habitats. Des broussailles aux rochers, le cormoran s'installe partout aux abords des zones de pêche. Le travail de comptage de Nicolas et Benoît ressemble alors de plus en plus à un parcours sportif. Non, moi j'adore me faufiler là-dedans. Je crois apercevoir un nid, mais c'est pas évident. Sédentaire et bon plongeur, le cormoran huppé a aussi son petit caractère. Même s'il n'est pas agressif, il n'aime pas trop se laisser approcher. Classé en zone de sauvegarde et de protection, cet îlot rocheux n'est pas pour autant un sanctuaire immuable. Avec la migration des oiseaux, chaque année, il faut faire un suivi des populations afin de mieux connaître l'animal. S'il n'a pas de duvet, c'est un poussin d'1 semaine. Et après, c'est en fonction de la taille et par expérience. C'est une espèce qui, finalement, on sait beaucoup de choses, mais on ne sait pas tout. Il y a beaucoup d'inconnus sur son comportement, sur son mode de vie, sur les déplacements. Passionnés par les oiseaux, Nicolas et Benoît étudient aussi d'autres espèces remarquables comme le goéland ou le puffin cendré, caractéristiques des écosystèmes méditerranéens. Une richesse écologique exceptionnelle qui fait des Bouches de Bonifacio la plus grande réserve naturelle de Corse et même de la métropole.
Ben nous voilà, pardonnez-moi, j'étais un peu surpris, ça arrive. On était plongés dans le reportage. C'est le puffin, on va en reparler d'ailleurs avec Dorothée. Puffin, c'est le cousin du coussin, le puffin, ou du muffin, c'est ça, ouais. Muffin. Dites-moi, il est différent du grand cormoran d'Atlantique, Hélène, ce cormoran qu'on vient de voir là, Corse. Oui, il est un peu différent, effectivement. Il est plus petit, il a une taille inférieure, et puis il a une petite hupette, comme son nom l'indique, le cormoran huppé, sur le front pendant la période de reproduction. En revanche, il a les mêmes qualités de plongeur que le grand cormoran. C'est des oiseaux qui peuvent aller jusqu'à 60 mètres sous l'eau, même si en général c'est plus autour de 30 mètres, et pendant 2 minutes quand ils vont pêcher des poissons. Alors, j'ai avec moi Olivier Bonenfant. Alors, Olivier Bonenfant est agent responsable de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. Olivier, qu'est-ce que c'est exactement que cette réserve naturelle? Ça représente quoi? Alors, la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, ce sont 80 000 hectares de protection, avec 11 000 hectares terrestres, le reste est marin. Vous avez 13 000 hectares qui sont en protection renforcée, donc sans chasse sous-marine, et un cœur de réserve qui fait 1200 hectares, où là, il n'y a aucun prélèvement. Donc c'est vraiment une énorme surface et je dirais un patrimoine assez exceptionnel ici. Oui, ce sont 80 000 hectares, mais ce sont aussi l'ensemble des Bouches de Bonifacio que nous cherchons à préserver. Il y a pour ça un projet de parc marin international avec le parc national de l'archipel de la Madeleine qui est situé juste en face sur les côtes sardes. Et alors, on y trouve bien entendu une faune exceptionnelle. 37% des espèces remarquables de Méditerranée sont ici dans les Bouches de Bonifacio. Alors, on a des oiseaux, des cétacés et des poissons. Et en ce qui concerne le poisson, j'aurais souhaité qu'on parle un petit peu du mérou. Le mérou brun est une espèce emblématique de Méditerranée. C'est un poisson de très grande taille qui a failli disparaître des côtes dans les années 70. À cause de quoi? À cause de la surpêche, c'est ça? Oui, principalement de la chasse sous-marine. Et heureusement, une décision a été prise, un moratoire a été créé et la chasse sous-marine a été totalement interdite pour cette espèce. Parce qu'en fait, il faut savoir que le mérou, dont vous avez pu voir les images, c'est vraiment un poisson qui est énorme, qui peut vivre jusqu'à 50 ans et qui est très peu farouche, très placide et qui finalement se laisse fortement approcher et du coup facilement chasser. Oui, mais grâce à cette interdiction, nous avons à nouveau maintenant une régénération du peuplement de mérou brun dans la réserve et ailleurs. Et c'est une espèce qu'on peut revoir facilement dans nos côtes. Et alors Olivier, une petite question. Est-ce qu'on peut voir ici également des cétacés, des dauphins? Est-ce qu'on en trouve? Bien sûr, nous sommes au cœur du sanctuaire Pélagos, qui est le sanctuaire des mammifères marins. Et nous avons le plaisir de voir des grands dauphins assez régulièrement dans la réserve. Mais aussi, on peut voir d'autres cétacés plus grands. Le rorqual commun, le cachalot peuvent faire des apparitions. Et alors, une dernière question. Est-ce que les réserves de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, est-ce que ça reste compatible avec les activités humaines, la pêche, le tourisme et le commerce? Bien sûr, il ne faut pas voir la réserve comme un sanctuaire. Ce que nous cherchons à faire, c'est avoir un équilibre entre les différentes activités avec la préservation d'un site qui est en tout point remarquable. Voilà, donc l'équilibre, c'est, je dirais, le maître mot de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. Et puis vraiment un espace à découvrir. Donc j'invite tout le monde à utiliser ce que nous a présenté, les moyens de transport que nous ont présentés tout à l'heure Dorothée, pour venir les visiter. Dites donc, pour un vétérinaire, vous êtes bien placé là quand même. Vous savez que c'est magnifique cette image avec la citadelle derrière. J'ai beaucoup de chance là, d'être vétérinaire. Non mais vous avez, il y a peu de vétos qui vivent ça quand même. Regardez, sur un bateau, vous voyez, tranquille, installé, voilà, c'est bien. Dites donc, vous allez me parler du Coursinou cette semaine quand même, Hélène. Ah oui, je pouvais pas le rater, le Coursinou en venant ici, Laurent. Je savais que ça allait te faire plaisir, donc oui, t'inquiète pas, tu l'auras ton Coursinou. Il y aura le Coursinou, c'est le chien corse local, c'est comme ça. Dites donc, on a des images de Fred Talfumière, on vous parle de Bonifacio avec cette vue incroyable sur les Lavezzi parfois, mais à une encabure, regardez, voilà la baie les falaises de Bonifacio, regardez ce que vous voyez là, c'est 19 km plus loin, eh bien c'est la Sardaigne, c'est la tête de la Sardaigne. Merci pour ces belles images, Laurent, de Christophe Guillemard. Oui. Je veux pousser un coup de gueule. Oh non! Oh, juste 10 secondes. Oh, pas maintenant. Ah non, mais pas, écoute, pourquoi? Non, parce que c'est magnifique. Tout se passe bien, il fait beau, on est chez toi en Corse et voilà le type dit je vais te dire, c'est magnifique, on l'a dit, c'est une réserve internationale, il faut y faire attention. L'État français et l'État italien se sont mis d'accord pour pas qu'il y ait de bateaux battant pavillon français et italien qui passent. C'est une bonne chose. Voilà. Sauf que c'est toujours un détroit et que les autres nationalités peuvent passer et un jour on aura un problème. Il faut faire quelque chose parce que c'est pas un vrai détroit. On peut faire le détour par en bas de la Sardaigne. Le jour où un autre bateau comme la Sémillante aura du gasoil et que ça sera l'horreur, on n'aura plus cette réserve. Il faut y faire attention.
Ouais, c'est vrai qu'il y a une limitation pour certaines nationalités, certains pavillons, on va dire, mais Français mais et pas tous. Italiens Ok. se sont engagés. Les autres, ils font ce qu'ils veulent. Eh ben voilà, ça c'est dit, c'est fait. Et c'est vrai qu'il faut préserver ce magnifique littoral méridional corse. Il est avec nous, une recette à moins de 25 €. C'est Gérald qui vous la prépare ici sur ce port de Bonifacio, où bon nombre de badauds viennent, admirent, regardent et font presque la cuisine aux côtés de Vincent Ferniaud. Il a avancé ce petit gigot de cabri. Oh oui, il a avancé. Il a été farci donc avec la figatelle. Et puis ficelé comme un petit rôti. Voilà. Un Là- ficelé autour avec du romarin et la pancette. Voilà. Et là, on va le saisir. Alors on va le saisir, c'est important parce que là encore, on peut dire saisir, on peut dire marquer. Marquer, ça veut dire qu'on va laisser les sucres pincer. Voilà encore un terme de cuisine que l'on vous apprend aujourd'hui. Pincer, ça veut dire que voilà, on va avoir cette caramélisation des sucres et donc ça va être tout doré avant de le mettre au four, je suppose. Voilà, c'est ça. On va le saisir de chaque côté, 2 minutes. Et avant de le mettre au four. Allez, le chef aussi, il est saisi. Et le chef, c'est singer. Voilà, si vous voulez apprendre encore un terme de cuisine, le chef, c'est singer le ventre. Alors, qu'est-ce que c'est singer, Gérald? Singer, c'est fariner en fait les ingrédients tels que l'os, l'oignon et l'ail. Et pour ça donne du goût en fait et aussi pour colorer le jus. Quand on singe, on met un peu de farine. Vous l'avez vu, il l'a fait, Gérald. Alors, cette farine, elle va à la fois cuire et elle aussi dorer un petit peu à la chaleur. Et puis surtout, elle va permettre d'épaissir un petit peu la sauce par la suite. Comme on ferait un roux, c'est un peu la même méthode. On va mettre de la farine pour que ça puisse donner un peu d'épaisseur, un peu de consistance au jus. On va tourner peut-être le gigot de cabri. Regardez, de l'autre côté, voilà, ça s'est marqué gentiment. Ça a pris cette belle couleur. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est la pancette. Et là, on sent bien l'arôme Ça de la croustille, pancette. Hein. Et ici, en Corse, la pancetta, c'est vraiment un élément aromatique important dans la cuisson de toutes les viandes qui apporte ce petit goût de cuisiné qu'on aime bien. Hein, et même parfois un peu de fumée, hein, parce que souvent elle est séchée autour d'un feu de châtaignier. Voilà, toutes ces bonnes odeurs. Qu'est-ce qu'il y a dans la grande sauteuse là? Là, il y a des pommes de terre parce qu'on va faire une purée de pommes de terre aux salines. La D'accord. saline, c'est un écrasé de noisettes. Oh là 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 là. De Cervione qui est en bas de la Castaniche, hein, qui est vraiment la ville de la noisette. Voilà. Alors attention, on revient dans quelques minutes. Le temps d'avoir saisi ce petit cabri qui est tout étonné d'être saisi de la sorte. Et on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de la recette. Vous êtes saisissant avec cette rhétorique, jeune Ferniaud, sachez-le. Nous sommes effectivement suspendus à vos casseroles, hein. N'ayez crainte. Yann Bernard est avec nous, c'est le représentant de Viastel. J'ai bien dit ou pas? Ça va, vient ça va. Je suis moins pinsoute, comme on dit chez toi. D'ici à vendredi, ça ira. Ouais, je vais le tenir. Viastel, donc c'est France 3 Corse. Et il va vous parler de cette Corse innovante. C'est sa vision à lui, ça s'appelle Vue d'ici. Et croyez-moi, on prend de la hauteur à Bonifacio. Juste avant, avec Vincent, un petit détail. Vous parlez de Cervione et de la noisette. Diana Salicette qui vous a dit bonjour, on l'a oublié de le dire, et de Castaniche. Et la Castaniche, c'est la plus belle région de Corse. Ah, voilà, c'est pas la vôtre par hasard. Voilà. Non, Tiens, la c'est Castaniche, sublime, c'est la hein, plus belle. ce sont des collines recouvertes de châtaigniers. Il faut y aller au mois de juin-juillet, au moment où ça va fleurir. Alors, la Corse, oui, Extraordinaire. c'est une terre de paysage, une terre de tradition, une terre de croyance, on l'a dit hier, une terre de tourisme. C'est aussi, on le sait moins, une terre d'innovation. Et c'est vrai qu'ici, on invente plein de choses et vous n'êtes peut-être pas au courant, on va vous le faire découvrir. Laurent est un passionné, je le sais, de jet ski. Oui, mais j'arrête pas, mais je demande à Dorothée. Toute la journée, jet Tous ski, les les jours, Bouches de il Bonifacio. fait des tours et il arrête. Et le soir Bah ouais, c'est dans les rues, je fais comme ça. Et ça qu'est-ce se fait qui pas se dans les passe rues, non? Et le soir, Jet 27. Non. Joli, joli. D'un jet à l'autre. Et qu'est-ce que beau, ça. Et le lendemain matin, jet lag. Après une soirée Jet 27, mal à la tête, et après une journée de jet ski, Laurent, vous avez la tendinite. Tant de jet assez, arrête, la cour est pleine. Pardon. Vous avez une tendinite à la fin de la journée. La fameuse tendinite de l'accélérateur. Ah oui, j'ai eu peur. Eh bien, D'accord. vous avez eu ce problème. Il y a un autre monsieur qui a eu ce problème. Il s'appelle Frédéric Velloutigne. Sauf que lui, il a voulu trouver une solution. Célia Pétrogne est allée à la découverte de l'homme et de l'invention. On regarde. Jet ski, moto, quad ou encore scooter. Point commun, un guidon, plus précisément une poignée pour accélérer. Et si vous pouviez piloter avec votre pouce?
C'est le principe du système de commande InnoVeli. Inno pour innovation, Veli pour Veloutignes, l'ingénieur à l'origine du concept. Ce système comprend une poignée plate et une gâchette contrôlée par le pouce. L'objectif, améliorer la prise en main, le pilotage et le freinage. Une petite révolution, alors il faut casser les habitudes de conduite et réussir à s'habituer. L'avantage, c'est que j'ai plus de facilité à accélérer, du fait que sur une poignée normale, en montée, je me casse le poignet. Alors moi, quand je freine avec ma poignée classique, quand je suis en montée, je ne peux pas lever et remettre mon poignet. Donc en fait, j'ai mon poignet qui est complètement cassé. Donc là, avec ce système, avec juste l'appui du pouce, hop, je n'ai pas à bouger ma main. Le concept enthousiasme, mais c'est difficile de persuader tous les utilisateurs. Pourtant, Frédéric Veloutignes a des arguments pour convaincre. 15 ans dans les sports mécaniques, 2 titres de champion du monde des rallyes chez Peugeot Sport, puis Mitsubishi Motorsport. Et des années de F1 chez Jaguar, devenu Red Bull Racing. Je viens de ce milieu-là. Et effectivement, dans ce milieu-là, l'innovation est un peu l'ADN de base, c'est-à-dire qu'il faut en permanence chercher de nouvelles idées pour essayer d'être plus compétitif, d'être plus rapide, d'être plus performant. Grâce au système, le pilote conserve une parfaite symétrie du corps. Les poignets et les bras sont en alignement, il ne souffre pas des chocs. Désormais, le freinage et l'accélération prennent une autre dimension. C'est le 4e système au monde de poignée d'accélérateur. C'est-à-dire qu'il existe 3 systèmes dans le monde, avec celui-ci, c'est le 4e. Alors, les éléments principaux, c'est que la poignée est extrêmement sensible pour le dosage. Beaucoup plus sensible qu'une poignée tournante, par exemple. Parce que le poignet, quand on tourne avec le poignet, on est extrêmement puissant, mais on n'est pas sensible. Et en fait, c'est qu'à recouper avec des neurochirurgiens, c'est qu'on a énormément de sensibilité sur la poignée avec le pouce, parce qu'en fait, on a une grosse zone neuronale qui gère la sensibilité du pouce, et qui fait que donc on a une sensibilité extrêmement précise. La poignée s'adaptera au modèle existant. La commercialisation est prévue pour septembre 2012, puisqu'un partenariat a été signé avec le premier constructeur de rétroviseurs électriques, avant de s'attaquer au marché mondial des 2 roues, quad ou jet ski. Dis donc Yann, alors là je suis stupéfait par cette innovation remarquable. Fini la tendinite. Terminé, c'est vachement... Qu'est-ce que c'est qu'un incubateur? Ah ben voilà, parce que ça, c'est bien d'avoir une idée au départ, mais pour pouvoir la développer, il faut être aidé. Il y a l'Agence de développement économique de la Corse et l'incubateur de Corse qui l'a aidé. Qu'est-ce que l'incubateur? Le patron est avec nous, Emmanuel Pierre, pour nous expliquer justement. Alors Emmanuel, on se connaît, explique-nous s'il te plaît ce qu'est l'incubateur. Alors bonjour à tous. L'incubateur, c'est un dispositif d'accompagnement de projets innovants. En fait, sa mission principale, c'est d'aider un porteur de projet, de l'accompagner dans cette phase délicate de structuration et d'éclosion du projet qui va de l'idée à l'accès au marché. Pour faire simple, c'est ça, j'ai la méga bonne idée. J'ai la méga bonne idée, sauf que si j'ai pas quelqu'un qui va m'expliquer comment déposer le brevet, quelles sont toutes les étapes? Aide au développement, on va dire, au développement d'un projet, c'est ça. On peut nous expliquer avec l'incubateur où déposer un brevet, comment trouver un financement et des choses comme ça. Alors, ça fait combien que ça existe? L'incubateur en Corse a 6 ans. C'est un dispositif national qui a été créé par la loi sur l'innovation de 1999. En Corse, le dispositif a 6 ans. Il est financé par l'État, la région, la collectivité territoriale de Corse. Et comme l'a dit Yann, il est porté par l'Agence de développement économique de la Corse. Et effectivement, nous proposons un certain nombre de services à des porteurs d'idées, porteurs de projets, pour qu'ils puissent formaliser et faire aboutir leurs projets. Tout type de projet, pardonnez-moi, c'est-à-dire c'est tous azimuts? C'est des projets innovants. Et il faut qu'ils aient quand même un caractère technologique, puisque c'est eux qui nécessitent un accompagnement. Il faut faire un tri au départ. D'accord, c'est technologique, d'accord, voilà. Allez, en 6 ans, un projet qui a retenu ton attention, c'est difficile? C'est toujours difficile de choisir un projet. Moi, j'aime beaucoup le projet de Frédéric. Bon, allez, qu'on vient de voir. On va dire, moi, j'en connais un qui a super bien marché. Celui-là est magnifique en tous les cas. L'enseignement de la musique à distance, le e-learning, ça a bien marché aussi. Tout à fait. Alors, c'est un projet qui est parti juste d'une idée d'un informaticien, la rencontre entre un informaticien et un musicien.
Et aujourd'hui, c'est une plateforme d'apprentissage de tout type d'instruments de musique sur Internet qui associe des artistes de renommée, Kezia Jones, Jean-Félix Lalanne C'est et fou autres. ça. Et c'est vrai qu'en ça, on peut le faire en Corse. On peut être à Sangavine ou dans Pugnane, dans un petit village avec la DSL, et on peut être désenclavé grâce aux nouvelles technologies. C'est vraiment un bon projet. L'avenir, le prochain projet, même si c'est un petit secret. Il y a pas mal de projets en portefeuille là, en ce moment. Dans les airs. C'est vrai qu'on a, on a un projet dans l'aéronautique, puisqu'en Corse on a une compétence aéronautique. Il y a des sous-traitants d'un grand constructeur. Et on s'appuie sur ces compétences pour développer des projets, accompagner des projets. Notamment, on a un projet de dirigeable lenticulaire avec des poutres qui seront construites en matériaux composites. Ça peut être quelque chose de sympa, puisqu'il devrait voler d'ici 1 an si tout va bien. Et on l'espère au moment du départ du Tour de France. Et pour terminer, la poignée, si vous la voulez, c'est à partir de septembre que ça sera commercialisé, la fameuse poignée qu'on fait avec le pouce de Frédéric Velloutini. Dis donc, le Tour de France, d'ailleurs, on va en parler jeudi, parce que pour la première fois, il passe par la Corse, Yann. Il y a le critérium aussi, juste avant, c'est Corse Terre de Vélo. On va l'évoquer. En tous les cas, bravo pour cette innovation, bravo pour l'incubateur. C'est de la belle ouvrage, cette aide au développement technologique, on le rappelle. Et tant mieux, parce que c'est pour le bien de tous. Très joli sujet, Yann. Où en est-on de notre cabri farci au figuetal? Ça va bien, Lolo. Ça va bien parce que Gérald est en train de dresser ces petites quenelles de purée de pommes de terre aux noisettes concassées, aux noisettes de Cervione. C'est vraiment aussi bon que la noisette du Piémont. C'est vraiment un particularisme corse que cette qualité de noisette. Attention, on va sortir du four maintenant, le cabri. J'aimerais bien regarder avec vous le petit clip que l'on a fait, les images que vous avez peut-être manquées parce que vous étiez absorbés. Voilà la façon de désosser ce petit gigot de cabri tout à fait printanier. On va le farcir avec un demi-figatelle, cette saucisse de foie et de cœur éminemment corse. Ensuite, on le ficelle comme un rôti. On prépare son petit jus avec l'os de cabri et une garniture aromatique d'oignon et ail romarin. Voilà, vous voyez, bien ficelé. La pancette, cette poitrine de porc coupée extrêmement fine. On va le marquer à la sauteuse, c'est-à-dire le colorer, ce petit gigot. Voilà, préparer son jus après avoir marqué. Et puis, on va terminer au four. Combien de temps, Gérald, au four, le cabri? 1 heure à 120 degrés. 1 heure à 120 degrés. Vous voyez, basse température pour que ça reste extrêmement moelleux, pour que l'eau ne se retire pas des chairs. Et regardez la couleur de la bestiace une fois que ça a cuit. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. Et alors, on a... Oh, mais tu sais, vraiment... Regardez, non, c'est d'une couleur absolument divine. Et on aime retrouver cette petite rondelle de figatelle au milieu du gigot de cabri. C'était tout l'objet de ce ficelage en règle. Un petit commentaire, Dorothée. Bah attends, j'ai pas commencé. Elle va goûter surtout. Ah bah dis donc, c'est dingue. Elle est séchée, elle ne sait plus quoi dire. Dis donc, regarde comme tout le monde est intéressé là. C'est dingue, un agglomérat de chroniqueurs. Mais oui Yann, vas-y, tu as ta fourchette. On a bien dit moins de 25 € les amis, moins de 25 € pour 4 personnes cette recette. Vincent vous l'envoie par courrier évidemment sur l'adresse que vous connaissez. Oui, c'est Ursula qui le fera. Et sur plus.fr tout à l'heure dès 14h. Qu'allons-nous voir demain dans cette belle région de Corse du Sud? Regardez, sachez qu'Evelyne Thomas va nous parler d'une association demain où le mental demeure vraiment plus fort que tout. Vous allez découvrir ce personnage tout à fait unique ici à Bonifacio. Regardez, je ne vous en dis pas plus, ce sera demain dans Midi en France. Mais ce n'est pas tout. Il y aura Evelyne qui nous parlera de cette association incroyable. Mais Yann Bénard, lui, va s'intéresser à la longue tradition des comiques et humoristes corses. Et croyez-moi, il y en a. Je pense entre autres à nos amis de Sec et Pido, la puce et le pou. Je crois que c'est Tic et Pou. Voilà, regardez cette grande tradition de l'humour corse. Comme dit Yann, l'humour avec les Corse. Vous pouvez, oui, on peut, mais il faut être corse, mais il ne faut pas le faire. Voilà, donc Lolo, on a compris. Peut-être on demande à Gérald juste quel est le truc à ne pas rater dans la recette. Sur quoi il faut faire vraiment attention? La cuisson. La cuisson du cabri. Bien saisir la viande aussi, ne pas trop ficeler le rôti, sinon on n'a pas une cuisson homogène. Merci Gérald, merci beaucoup Vincent. Les amis, rendez-vous demain, bon appétit, ça sera ici à Bonifacio en Corse du Sud. Bonne journée sur la 3.